Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il me paraît légitime de commencer cette histoire dans une église, ou plus exactement à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Nous sommes à l'heure de l'office, un jour de décembre 1897. Il a 12 ans, le petit François, et communie à genoux aux côtés de ses 4 frères et sœurs, sous l'œil de la mère qui s'appelle Claire. Depuis le décès du père Mauriac 10 ans plus tôt, ils vivent à 2 pas de la cathédrale. Claire s'est réfugiée dans une piété fervente. Son père, le père en revanche, lui était tout à fait agnostique. Il dirigeait un domaine viticole et son frère Louis va continuer d'incarner pour ses neveux, pour ses nièces, cet esprit voltairien qui était celui de Louis Mauriac. Claire envoie François dans l'austère collège des Pères Maristes à Grand-Lebrun. On est donc à l'autre bout de cette ville de Bordeaux. Et l'on peut dire que ce climat religieux va marquer Mauriac. Ce ne veut pas dire pour autant qu'il rejette cette religiosité. Pourquoi donc étais-je un enfant triste, écrira-t-il. Vous m'excuserez de ne pas adopter pour lire Mauriac sa voix rauque, tellement reconnaissable. Ce serait fou d'incriminer la religion, dit-il. Elle me donnait alors plus de joie que de peine. Bien loin que la religion ait enténébré mon enfance, elle l'a enrichie d'une joie pathétique. Voilà peut-être l'expression, voilà peut-être l'oxymore qui explique tout. Elle l'a enrichi d'une joie pathétique. C'est dans Commencement d'une vie qu'on lit cette phrase, en 1932. L'été, la petite famille le passe dans les forêts des Landes, autour du chalet familial de Saint-Symphorien. François se promène au milieu des arbres, il s'enivre de l'odeur des pins. Il y a aussi des chênes dans ces forêts landaises. Je recherchais des marques connues de moi seul, dit-il. Une initiale sur une écorce creusée en août, une pierre fossilisée enterrée en octobre au pied d'un pin. Signe de mon passage à une certaine heure qui ne reviendrait pas. Ces repères ne pouvaient que m'ouvrir les yeux sur l'écroulement éternel de tout. Je commençais à me sentir emporté, je me raccrochais à des branches, je me retenais encore de crier. Un poète était né. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1951, au cours d'une cérémonie des prix à Grand-Lebrun, justement, il dira « Nous habitions un petit monde où le confort spirituel n'était que le prolongement de la vie large et aisée que nous menions. » L'enfant, l'adolescent écoute avec fascination les conversations des adultes, avec avidité tout ce qui peut se dire dans ce monde bordelais et les ragots et les secrets de derrière les ragots, si vous me passez l'expression. Il écrit un petit roman d'amour et d'aventure qui s'intitule « Va-t'en ». C'est un noble marié qui tue un ami en duel, qui s'enfuit en Inde, où il se remarie. On est tout à fait dans l'esprit du temps. La fille de son premier mariage va finir par tomber amoureuse du fils de son second mariage. Et quand ils découvrent qui ils sont en réalité, eh bien, ils entrent dans les ordres. Autre pas de côté, alors qu'il a 20 ans, on voit François s'éloigner du conservatisme de sa mère en fréquentant avec son frère un mouvement catholique social qui a été fondé par Marc Sangnier. Je parle du Sillon, bien entendu, l'origine, si vous voulez, des chrétiens de gauche en France. François n'est pas militant, mais il va se lier avec un garçon assez brillant qui s'appelle Raymond. Et un soir, Raymond rend visite à François. Il est sublime et me laisse transfigurer, note Mauriac dans ses carnets intimes. Ses yeux ont lui et luisent encore délicieusement dans la nuit. Vous commencez à comprendre le problème pour ce jeune bourgeois bordelais. Surgit donc une nouvelle source d'inspiration un peu plus confuse et beaucoup plus secrète et infiniment plus inquiète que l'autre. Ce sont les tourments de l'amour et du désir. Pour ne pas même parler de la chair. François passe sa licence ès-lettres et ensuite il monte à Paris pour entrer à l'école des Chartes, les Chartes qu'il va quitter aussitôt. Les travaux d'érudition me convenaient comme le métier de coiffeur à une écrevisse, écrira-t-il.
Il a plutôt l'intention, lui, de devenir écrivain. Il veut s'établir comme homme de lettres. D'ailleurs, ce sera le titre d'un de ses ouvrages. Ses premières publications sont surtout des poèmes symbolistes, spiritualistes, réunis dans un recueil qui s'appelle « Les mains jointes », dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, le recueil en question rencontre un petit succès d'estime. Barrès, notamment, félicite le jeune auteur, mais il est quasiment le seul à le faire. En 1913, donc à 28 ans maintenant, Mauriac se marie. Il épouse la fille d'un inspecteur des finances, Jeanne Lafont. Ils auront 4 enfants. Seulement arrive la guerre de 14. François est réformé. Il s'engage quand même comme ambulancier. Le voilà à Salonique, en Grèce. Et au retour, c'est un sentiment, un sentiment d'échec qui l'envahit. Il va abandonner la poésie pour se tourner vers le roman. C'était peut-être ça la solution. Ces intrigues se développent dans ce milieu de la bourgeoisie provinciale qu'il connaît si bien, justement. Et le premier des romans raconte l'histoire d'un jeune homme qui est contraint d'épouser sa cousine. Le titre parle de lui-même, « L'enfant chargé de chaînes », tout est dit. Alors, arrive ensuite la reconnaissance de la critique et du public, même si un certain nombre de journaux catholiques trouvent le roman impudique. C'est Le baiser au lépreux, histoire d'un mariage malheureux qui expose beaucoup son auteur. Mauriac donne l'impression d'observer ce qu'il raconte par le trou de la serrure. Je cite un peu ce roman, Le baiser au lépreux. « Jean Pélouère, étendu sur son lit, ouvrit les yeux. Les cigales autour de la maison crépitaient, comme un liquide métal. La lumière coulait à travers les persiennes. Jean Pélouère, la bouche amère, se leva. Il était si petit que la basse glace du trumeau refléta sa pauvre mine, ses joues creuses, un nez long au bout pointu, rouge et comme usé, pareil à ces sucres d'orge qu'amincissent en les suçant de patients garçons. Nous sommes dans le style d'une époque et dans une forme de quasi-expressionnisme, mais qui, évidemment, lorsqu'il s'applique à la bourgeoisie provinciale qui sert de cadre au roman de Mauriac, donne un côté assez dérangeant, disons-le. Le succès n'en est pas moins présent. Après ces longs et obscurs débuts, écrira-t-il dans un de ses bloc-notes, beaucoup plus tard donc, après ces longs et obscurs débuts, je débouchais enfin un jour, non sur un point d'arrivée, mais sur un point de départ, parce qu'il va creuser cette veine maintenant, Mauriac. Il va développer ce côté intimiste un peu confiné, fait d'empêchements, de désirs inassouvis, de tous les blocages qui constituent et cimentent la société de l'époque. En 1927, ça va être la consécration avec le succès. Et alors là, je n'ai pas besoin de vous le dire, évidemment, le plus célèbre roman, Thérèse d'Esquerroux, dont voici les premières lignes. L'avocat ouvrit une porte. Thérèse d'Esquerroux, dans ce couloir dérobé du palais de justice, sentit sur sa face la brume et profondément l'aspira. Elle avait peur d'être attendue, hésitait à sortir. Un homme dont le col était relevé se détacha d'un platane. Elle reconnut son père. L'avocat cria « Non-lieu » et se retournant vers Thérèse, « Vous pouvez sortir, il n'y a personne ». C'est une orpheline orgueilleuse et malheureuse, cette Thérèse qui a tenté d'empoisonner son mari Bernard. Bernard va disculper Thérèse pour éviter le scandale, mais une fois de retour à la maison, dans leur propriété, il maintient Thérèse dans une espèce d'isolement. Voici ce que disent les éditions Grasset dans la préface. Cette histoire d'une âme noire et perdue, étouffée dans le carcan d'une famille, est peut-être la plus belle, la plus violente prière romanesque de Mauriac. Et c'est vrai que Mauriac dit lui-même avoir, avec Thérèse, tenté, je cite, de remonter le cours d'une destinée boueuse et d'atteindre à la source pure. Voilà finalement quel est le projet de Mauriac. Vous écoutez Radio Classique. Jean-Luc Barré,
que j'ai plaisir à citer, a fait paraître, c'était en 2008, un ouvrage en 2 tomes, c'était chez Fayard, qui s'appelle François Mauriac, biographie intime. Et c'est un beau livre qui nous révèle le fond même du problème de Mauriac, cette souffrance, celle de l'amour impossible. En effet, il est tombé, François Mauriac, il est tombé sous le charme dans les années 1920 d'un jeune attaché culturel suisse qui a 26 ans, qui s'appelle Bernard Barbet, jeune homme grand, avec les yeux clairs, et qui est venu le consulter sur un projet de roman. Le jeune homme est marié de son côté, et les 2 couples vont se fréquenter de manière, j'allais dire mondaine, en tout cas amicale. Mauriac se confie par écrit à son ami Daniel Guérin. Que faire, mon pauvre Daniel? Voyez-vous, nous appartenons, vous et moi, à la congrégation du chagrin, et nous y avons prononcé des vœux perpétuels. La double expression est terrible. Mauriac va tout recouvrir, tout effacer, dira-t-il, dans ses fameux mémoires intérieurs. Si je me suis tu et si je continue à me taire, écrit-il, c'est que mon histoire ne saurait être détachée d'un contexte foisonnant. J'entraînerai ainsi avec moi toute une race, autant dire toute une famille, veut-il dire. Et dès lors, ces écrits vont hésiter entre la sensualité et la foi, si vous voulez. Dans Destin, malheur aux anges perdus parmi les hommes, écrit-il, et dans Souffrance et bonheur du chrétien, on est dans une autre aspiration. Mauriac est en pleine crise spirituelle. Il faut vous dire qu'il doute de tout, et Roger Martin du Gard se moque de lui. Je rigole, mon cher Mauriac, je rigole quand on fait de vous un écrivain du catholicisme. Il n'y a pas une œuvre d'incrédule ou d'athée où le péché soit plus exalté. Ce sont des livres à damner les saints. Ils crèvent les yeux que vos tableaux sont peints avec une frénésie, une complaisance, une évidente et charnelle tendresse. Et je cite Jean-Luc Barré qui prolonge ce que nous dit Martin du Gard. Son œuvre est extrêmement moderne parce qu'elle nous parle sans cesse de transgression, d'exclusion, de solitude, de rébellion. C'est une œuvre sur la révolte, sur la souffrance, sur l'amour, avec toutes ses contradictions et ses complexités. Et même Claude Mauriac, le fils de François, Claude Mauriac, le reconnaîtra. François Mauriac a été dévoré par l'amour, écrira-t-il. L'amour le brûla jusqu'à l'épuisement. C'est donc un écrivain tourmenté, vous l'aurez compris, qui est élu à l'Académie française en 1933. Mauriac n'a jamais cessé d'écrire dans la presse conservatrice de l'époque, Le Figaro, Paris Soir. Il observe d'un œil méfiant l'arrivée au pouvoir du Front populaire, et lorsqu'éclate en Espagne la guerre civile, ce qu'on appellera ici la guerre d'Espagne, il penche d'instinct pour le soutien aux nationalistes contre les républicains. Pour lui, c'est le parti de l'ordre. Mais il voit Guernica, il voit le clergé basque défendre la République, et il finit par condamner le franquisme. Même chose avec Mussolini. Mauriac a espéré qu'un temps Mussolini s'opposerait à Hitler, seulement les massacres ordonnés par le Duce en Éthiopie lui ont ouvert les yeux, et il va multiplier des articles hostiles au fascisme autant qu'au nazisme. En 1940, c'est évidemment la débâcle, l'occupation, y compris à Bordeaux. Et Bordeaux, vous savez, est sous les feux de l'actualité puisque le gouvernement vient s'y réfugier un temps. Mauriac, pendant quelques mois, comme presque tous les Français, va croire en Pétain. Et puis, il prend ses distances et va critiquer assez vite le régime collaborationniste. Vichy le qualifie d'ailleurs d'agent de la désagrégation. Mais on n'ose pas le censurer complètement ou l'arrêter parce qu'il a trop de soutien et de respect du côté de la droite. Mauriac n'en reste pas là, il écrit un brûlot contre le fascisme qui s'appelle Le Cahier Noir, qui est signé du pseudonyme de Forez, F-O-R-E-Z. À l'heure où j'écris, tant d'autres Français sont mus par une passion élémentaire, la peur, écrit-il. Ils ne l'avouent pas, rendent au maréchal un culte d'hyperdulie, invoquent Jeanne d'Arc, mais dans le secret, tout pour eux se ramène à l'unique nécessaire, sauver leurs privilèges. Ce qu'on appelle l'hyperdulie, c'est en l'occurrence le culte de la Vierge. Et il compare la croix gammée à une araignée repue gonflée de sang, dit-il.
Le Cahier noir est publié, évidemment diffusé de la façon la plus clandestine, sous le manteau, en 1943, publié par les éditions de Minuit. La police finit par identifier Forez et Mauriac est amené à quitter Paris. Il va se terrer à Weimar, dans le domaine de sa belle famille. Et il va y rester comme ça, caché jusqu'à la Libération. Et à la Libération, c'est évident que les prises de position dont je viens de vous parler l'ont auréolé d'une espèce d'autorité morale. Il est considéré, avec Vercors, un peu comme le Jean Moulin des lettres. D'ailleurs, le 1er septembre 1944, le chef du gouvernement provisoire, le général de Gaulle, l'invite à déjeuner au ministère de la Guerre. Ils s'admirent respectivement, Mauriac et de Gaulle, comme deux écrivains en quelque sorte. Mauriac arrive le cœur battant, dit-il. Il espère parler politique, FTP, FFI. Il faut vous dire qu'il a adhéré au Front National que tiennent les communistes dans les derniers temps. Sauf que, évidemment, c'est pas du tout comme ça que la conversation évolue. Et Mauriac, tout de suite, prend conscience, je le cite, de cette petite distance infranchissable entre nous et lui, celle que maintient cette tranquille certitude d'être l'État, dit-il, à propos du général de Gaulle, qui là se confond avec l'image de Louis XIV, d'une certaine manière. De Gaulle n'est pas là pour parler de politique. Quand il est en face d'un écrivain, il parle littérature, évidemment. S'il se glorifie de quelque chose au monde, remarque Mauriac, c'est d'être un écrivain français. Vous savez que ce sera toute sa vie la grande ambition, finalement, du général de Gaulle, la seule peut-être. De Gaulle veut refonder l'Académie française, évidemment, après la période de l'occupation. On a chassé les académiciens maurassiens. Il va donc falloir faire toute une série d'élections pour remplacer les fauteuils, pour remplir les fauteuils vides. Et c'est peut-être aussi le sujet de ce déjeuner. On est en pleine épuration, et Mauriac continue à cultiver sa singularité. Et qu'il déjeune ou non avec le général de Gaulle, il ne s'oppose pas moins farouchement à la peine de mort pour un certain nombre d'écrivains collaborationnistes, et notamment pour Brasillac, bien sûr. Ce qu'il y a de plus horrible au monde, se désole-t-il, c'est la justice séparée de la charité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est temps pour François Mauriac de revenir à la littérature, une fois finie cette guerre et ses suites immédiates. Il va publier, entre autres, un petit roman d'une insondable tristesse, nous dit Pierre Anquetin, qui a préparé toute cette émission et qui nous raconte Mauriac ce matin. L'ouvrage en question s'appelle « Le Sagouin ». C'est un petit chef-d'œuvre, ce Sagouin. C'est l'histoire de cet enfant mal aimé qui va finir par aller se jeter dans l'eau d'un moulin. En 1952, c'est carrément le prix Nobel de littérature. À 65 ans, l'œuvre de Mauriac ne constitue jusqu'alors pourtant que la première partie de sa carrière, n'est-ce pas ? Car depuis les années 30, il s'est découvert une autre vocation, et c'est peut-être sa vocation ultime, celle de polémiste, d'éditorialiste, doué de cet humour féroce que les gens attendent. Ce sont les fameux bloc-notes du Figaro, ces bloc-notes qui vont évidemment devenir la marque de François Mauriac. Les méchants assurent qu'il n'existe que deux espèces de socialistes, ceux qui sont trop malins et ceux qui ne le sont pas assez, écrit-il par exemple. Évidemment, il est attaqué. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les opinions de François Mauriac. Je pense à Blaise Sandrard par exemple. Cette vieille toupie de Mauriac m'ennuie, écrit-il. Il n'a donc pas d'amis pour lui conseiller de ne plus parler du bon Dieu dans les journaux à 15 francs. C'est une véritable pie-grièche qui saute sur tout ce qui brille. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai que Mauriac va se révéler, il a eu quelques amitiés avec des résistants communistes, certes, mais il est virulemment, viscéralement anti-soviétique. Il s'oppose aussi, il faut le dire, en cette période de décolonisation ou de pré-décolonisation, il s'oppose à l'oppression coloniale. En 1952, vous savez que la France a destitué le sultan devenu roi du Maroc, et évidemment Mauriac va
va défendre sa figure. Mauriac fonde également l'association France-Maroc à ce moment-là. Et il prendra position contre la guerre en Indochine. Il soutiendra le président du Conseil, Mendès France, dans sa volonté de sortir du conflit et dénoncera les opérations spéciales en Algérie, bien entendu, avec d'ailleurs une franchise assez incroyable. Et tout ça lui vaut des lettres d'insultes. Voici ce qu'il dit à ceux qui l'attaquent. Il répond dans La Table ronde. Si au lieu de quelques extraits, je publiais toute cette correspondance, une vérité se dégagerait que je vérifie depuis des années. L'ordure, anonyme ou non, est toujours d'extrême droite. Voilà l'opinion foncière de François Mauriac. Il va quitter le Figaro quand Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud lui proposent de devenir chroniqueur dans l'Express. Mais là encore, sa fidélité au général de Gaulle le met en porte-à-faux et finalement il retournera au Figaro littéraire. Il est toujours, c'est ça qui est intéressant, c'est un homme qui a toujours été à contre-courant, à contre-pied. Il est celui qui va se faire beaucoup d'ennemis en défendant des idées qu'il croit justes et en même temps va se faire dans son propre camp d'autres ennemis en essayant d'être lucide et vrai. En plus du bloc-notes, il rédige une chronique télévisée. La vocation de la télévision, ce qu'elle seule peut donner, dit-il, c'est le visage humain tel qu'il est, le visage surpris à des instants privilégiés, et il va pouvoir donner libre cours à cet humour que découvre un nouveau public en étant la critique des invités de 5 colonnes à la une. Hein. Cela fait 5 erreurs à la une, si je sais bien compter, dit-il. Jusqu'à sa mort en 1970, il aura donc été cet homme qui se veut lucide et intègre et qui donc ne va jamais dans le sens attendu. De ce point de vue-là, on peut dire de Mauriac qu'il aurait eu fort à faire à notre époque. Il aurait eu sans doute encore pas mal à nous dire. Voici l'exergue qu'a choisi Pierre Anquetin pour cette émission et qui est magnifique. Il ne sert de rien à l'homme de gagner la lune s'il vient à perdre la terre. Vous écoutez Radio Classique.